c'est un résumé exhaustif de ce qui s'est passé. Ce sera un point de vue singulier de nos autres qualifications de subjectifs qui essayent simplement de proposer quelques éléments plus ou moins convergents qui auront meublé ces 3 jours de discussion. Bien évidemment, du 28 au 29 avril 2022, 3 journées au cours desquelles le climat nous aura étalé sa palette de couleurs, on l'a encore tout à l'heure. Nous avons pris part à un colloque qui se proposait de scruter autrement, mais plus diversement, les violences et pas la violence. Cet événement s'est tenu ici, à l'Université catholique d'Afrique centrale, dans ce magnifique campus d'Ekounoayéné, a permis de discuter à la fois d'une notion, mais aussi d'un phénomène, la violence, qui a été et encore un lieu commun dans les efforts d'appréhension de l'Afrique en tant qu'espace, en tant que lieu, en tant que société. Portant sur le thème des violences en Afrique, violences au pluriel, nouveaux enjeux, nouveaux regards, ce colloque aura réuni une centaine de participants et parti autour de 26 panels, si on y inclut le panel instructif et les 2 panels conclusifs de solutions. Néanmoins, je vais me faire violence, n'est-ce pas, en expliquant d'abord les 3 panels instructifs et conclusifs et essayer de restituer un peu ce colloque autour de 5 pièces. Lorsque je parle de pièces, je parle des parties d'un tout et non pas pièces en sa teneur dramatique. 5 parties au total auront permis de, si vous voulez, de constituer l'architecture globale de ce colloque. La première pièce s'est attelée à offrir un cadre de discussion autour des régimes contemporains de la violence en Afrique. L'on aura écouté discuter à la fois des ressorts matériels, mais surtout principiels, de toute nature sociale, politique, économique, qui structurent un certain ordre de la violence sur le continent. Bien évidemment, ces disciplines des sciences sociales ont été à l'honneur. On a eu également au regard proposé par l'histoire, la philosophie, le droit, mais aussi l'ensemble plus vaste qui constitue l'humanité. Ces panels auront bien sûr occupé une décennie. La deuxième pièce de ce tour aura donné un accès à un cadre de discussion qui aurait été dédié aux violences digitales numériques et leurs effets multiformes. Porté par 2 panels, cette pièce nous aura permis d'adresser, si vous permettez cet anglicisme assez répandu, nous aura permis d'adresser principalement par les utilisations politiques qui étaient des statistiques principales, mais aussi par la sociologie et l'histoire et les sciences informatiques, de scruter les expressions de ces violences qui prennent forme, corps et sens dans cet outil d'espace que constitue aujourd'hui l'environnement cybernétique. La 3e pièce, pour moi, de cette architecture globale, nous aura offert un accès à la violence des imaginaires. Une telle option permettait bien sûr d'investir, si vous voulez, un terrain qui est à la fois massivement présent dans le quotidien, mais très souvent éloigné de nos différentes manières de parler des violences. Et ces panels auront permis, bien sûr, d'inciter à l'instant, bien évidemment, sur le caractère à la fois socialement et politiquement performatif des imaginaires. La 4e pièce permettait quant à elle de porter un regard sur les capitaux théoriques et méthodologiques qui permettraient de questionner la violence autrement qu'aujourd'hui. On a eu droit à ce niveau à un seul panel, mais qui s'est évertué à nous suggérer des approches ou des modalités nouvelles d'appréhension de la violence, à la fois sur des terrains voilés, mais surtout ces terrains qui sont souvent minorés dans nos efforts pour rendre intelligible le phénomène de la violence. La dernière pièce qui s'est révélée par la force des choses, simplement parce qu'elle n'avait pas été anticipée lorsque l'argumentaire avait été proposé. Cette dernière pièce a donné accès au monde fabuleux que constitue la littérature, où nous avons bien sûr exploré les liens entre littérature et violence. L'on aura ainsi exploré d'autres modes de réflexion, d'autres registres de figuration de la violence, ces formes. Et cette autre forme de figuration, autant elles permettent de mettre en exergue la dignité chaotique de la violence, mais elles ont aussi paradoxalement le privilège d'ouvrir à l'univers esthétique qui sous-tend parfois la violence. Et cet axe est particulièrement intéressant parce que
nous aura permis aussi de célébrer une espèce de fraternité, donc par le frère de Manatala, puisque c'est un acte qui a été principalement alimenté par nos frères gabonais. Au-delà de cette pièce principale, nous avons bien sûr eu droit à un panel introductif qui a permis de poser des jalons décalés de la manière dont nous pouvons aujourd'hui théoriser de la violence. Et bien sûr, je ne vais pas revenir sur les deux finaux qui ont permis un peu de réfléchir sur les solutions à partir de perspectives à la fois décalées, à la fois plurielles, mais très convergentes. Cette trois journées auront donc permis de donner une chance, un moment d'échange permettant de questionner à nouveau faire la violence en Afrique. Ce moment doit pouvoir être vu comme un moment d'action pour faire face à la violence. Parce que elle permet de faire corps avec cette violence, simplement parce que la pensée en elle-même, en fait, ne doit jamais être déconnectée de l'action. La pensée est déjà action. Il faut pouvoir l'assumer en ces temps parfois ténébreux où la pensée est parfois vue comme quelque chose d'inutile. On pourra noter qu'au cours de ces 72 heures, certaines constantes ont semblé revenir au gré des panels, reflétant à la fois des focales décisives du constat, de l'appréhension et de la compréhension de la violence, mais pouvant aussi dénoter une espèce de topos convergent qui peut aussi à l'avenir servir de point de départ si l'on veut entreprendre une aventure de dépassement de ce que l'on sait déjà sur la violence en Afrique. 5 de ces constantes me paraissent importantes à relever très rapidement. La première, c'est que la plupart des panels ont semblé être orientés vers les territoires, les lieux de la violence et une espèce d'inclination vers la typologisation de ces violences-là. Non pas uniquement dans les expressions, mais aussi la manière dont les acteurs qui sont embarqués pouvaient être classés. Deuxième point, on a également constaté qu'il y avait une éducation constante de cette hydre qu'est le capitalisme en fait, qui aujourd'hui semble avoir une proportion à saturer à la fois nos espaces d'existence, nos lieux de sens. C'est un élément qui a paru vraiment être important. Troisième élément, c'est bien sûr l'assomption du potentiel aujourd'hui ébranlant que constitue la technologie, avec bien sûr cette réflexion très enflammée autour du digital et des violences qu'il pouvait produire. D'autant plus que cette idée du digital, en fait, aujourd'hui, permet à la fois d'engager autrement les rapports entre nature et culture, mais il permet également au digital de définir autrement la nature et la condition de l'homme en tant qu'être vivant. Quatrième point, c'est bien sûr l'idée que l'État n'a jamais été absent des différentes réflexions et cette évocation constante de l'État peut être à la fois comme beaucoup et secours ultime pour faire face à la violence, mais aussi comme figure qui pouvait générer des violences multiformes. Enfin, on a également assisté à un appel constant à faire autrement de la manière dont on pouvait apprendre la violence. Et cet appel à faire autrement a parfois donné lieu à des propositions à la fois méthodologiques théoriques qui convenaient de produire. Pour finir, il me semble que la poursuite des débats autour de la violence devrait être mieux articulée autour à la fois des dispositifs, mais aussi des mouvements praxéologiques, n'est-ce pas, existants qui permettraient d'assumer une certaine idée transformative. Et c'est un peu ce que le professeur Kombo a semblé relever dans son propos. Pour nous y aider, fini par là, je vais peut-être convoquer une catégorie qui est assez prégnante en fait, lorsqu'on parle de l'Afrique. Je pense que pour pouvoir nous aider à avoir toujours cette idée transformative, on peut avoir recours à un ancêtre qui a longuement apparti cette couloir. J'ai fait des références au prêtre jésuite, le père Angelin Zono, qui en 70, c'est-à-dire 10 ans après l'indépendance, nous proposait ou décidait plutôt à réenchanter la poésie, c'est-à-dire à s'ouvrir à des imaginaires poétiques. Lorsqu'il évoquait, il voulait davantage nous interroger sur le fait que le rapport à la poésie, le rapport poétique, s'exprime davantage par un potentiel créatif et par un format constructif. Et que justement, cette essence poétique, ce sont les termes qu'il emploie, est à la fois une liberté créatrice, mais surtout, elle est une option pour la vie contre la mort. Et là, on est vraiment en plein aussi sur cette vision, si vous voulez, presque mythologique, qui peut avoir entouré la violence. Ça suppose donc que si aujourd'hui, dans notre dispositif à la fois politique
dans notre structure sociale et mentale, nous devions assumer encore plus lourdement la violence comme étant inhérente à la vie, comme l'a rappelé le professeur Tchala. On peut également s'imaginer que pouvoir l'apprivoiser, c'est d'ailleurs un élément qui est beaucoup connu, apprivoiser, réguler, équilibrer, pouvoir apprivoiser la violence, il est peut-être utile en fait de faire place à ces capacités de l'homme à se mettre africain, à se mettre debout. Et si l'homme a se mettre debout, c'est l'humain à travers lui qui se met debout. Et à ce niveau-là, en fait, nous pouvons y arriver, au fond, l'essence poétique qui est créativité dont parlait le père Angèle Brun, sera estimée. Pour ma part, en voyant toute mobilité durant cette page, je pense que depuis longtemps déjà, cette essence poétique est à l'œuvre. Je vous remercie.